allons donner la parole à Aurélien Barraud pour le même exercice. Aurélien, qui est en quelque sorte un habitué de la Société alpine de philosophie, qui est intervenu pour notre plus grand bonheur plusieurs fois, dont je rappellerai qu'il est astrophysicien, donc ici à Grenoble, il est professeur à l'université Joseph Fourier, et qui est un spécialiste donc des particules, des trous noirs et de la cosmologie. Alors, il est régulièrement invité dans les plus grands organismes internationaux, et on se souvient, on est plusieurs ici à se souvenir, d'un séminaire Instant Philo, où il arrivait, il débarquait de Princeton, et nous l'avons assailli de nos questions, et nous n'avons pas été déçus des réponses. Alors, cette dimension d'astrophysique voit Aurélien, disons, ce travail d'astrophysicien voit Aurélien largement récompensé et reconnu dans la communauté savante internationale, puisqu'il a obtenu en 2006 le prix international Bogolyubov de physique théorique. Il est depuis 2009 membre de l'Institut universitaire de France. Il est médaille d'or de l'UJF en 2010 et il est prix européen Jean Thibault de l'Académie des sciences de Lyon en 2012. Alors, cela pour un travail d'astrophysique, mais dont je peux témoigner aussi qu'il est un travail d'authentique philosophe, en particulier tourné du côté, disons, de la compréhension de la démarche scientifique de recherche, donc le travail d'épistémologie, mais aussi tourné du côté de la dimension poétique. Voilà. Il y a véritablement une recherche en termes esthétiques chez Aurélien, qui se pose beaucoup de questions à ce propos, ce qui n'est pas sans lien avec l'épistémologie. Alors, quant aux ouvrages parus, il a, par exemple, publié avec Daniel Parocchia Forme et origine de l'univers en 2010, avec Patrick Gigère, Mac Kissler et Jean-Philippe Usan, un ouvrage qui s'appelait Multivers en 2010, qui confine à la science-fiction à certains égards, avec des spécialistes de science-fiction comme Patrick Gigère, par exemple. Et avec Jean-Luc Nancy, Dans quel monde vivons-nous, donc en 2011. Et puis tout récemment, un ouvrage qui est sur les tables, Big Bang, et le Big Bang est au-delà. Voilà, alors Aurélien, donc je te transmets le micro en te soumettant au même exercice. Merci. Donc il est vrai que pour moi, l'expérience commence avec la découverte du logo de la Société alpine de philosophie. Je trouve que ce carré gris clair sur fond blanc, une sorte de Néo-Malevitch, je ne sais pas encore si c'est un objet esthétique ou artistique, mais je veux dire qu'il m'intrigue beaucoup. Alors je suis très étonné et très déçu plutôt de n'avoir pas pu participer aux précédentes interventions de ces journées qui étaient extrêmement importantes. Je crois en particulier que la question de l'animalité, qui a eu, je crois, un rôle central dans vos débats, est quelque chose d'essentiel. Et je crois que l'idée suivant laquelle les animaux sont bien sûr les sujets de leur plaisir, ce que montre autant l'éthologie que la physiologie, fera son chemin. D'autant que ces plaisirs ont évidemment un sens, puisqu'il est maintenant acquis que les animaux ont une conscience. Néanmoins, ce dont je vais vous parler maintenant, ce n'est pas exactement ce problème-là. Et je dois dire qu'il y a quelques jours ou semaines, j'ai été invité à une rencontre dans le cadre d'un espace muséal contemporain. Et l'organisatrice m'a présenté comme physicien deleuzien. Alors, j'avoue que j'en ai été assez étonné. Je m'ignorais cette qualité ou cette qualification. Alors, physicien un peu, oui, ça je savais. Deleuzien nettement moins. Mais finalement, à la réflexion et dans le cadre de notre entrevue d'aujourd'hui, je crois que ça peut faire sens. Parce que ce qui effectivement m'intéresse et m'attire beaucoup chez Gilles Deleuze, c'est cette philosophie du désir. C'est cette manière de penser une sorte de prééminence du désir, c'est-à-dire de donner un sens et une légitimité au désir, indépendamment d'une tension vers la satisfaction d'un plaisir. Ça, c'est un processus qui, chez Deleuze, est un processus de production, sans extériorité, dans un programme qui est à la fois immanentiste et naturaliste. Et ce qui est important, c'est que chez lui, le désir crée du réel. Le désir est un processus de production du réel. Le réel qu'on affronte ne préexiste pas complètement au désir que l'on projette sur lui.
Ce qui est d'ailleurs très en écho avec la vision foucaldienne, d'un désir qui est très socialement déterminé. Rien n'est plus local, contingent et historique que les modes de nos désirs. Alors, peut-on penser un désir sans horizon du plaisir ? Alors, comme l'a rappelé Thierry, il se trouve que travaillant sur les trous noirs, je connais bien à la fois l'attirance et le danger que peut représenter un horizon. Ne pas s'en approcher trop près, au risque d'encourir un voyage à sens unique. Et effectivement, je crois qu'il y a ici quelque chose de la désubstantialisation du plaisir, en quelque sorte, c'est-à-dire du transfert des prérogatives du plaisir vers le désir, qui vaut en tant que tel, qui a effectivement pour moi un sens très clair. Un sens clair parce que je crois qu'il s'agirait d'une sorte d'esthétique de l'incomplétude et de l'insatisfaction. De l'incomplétude parce que le réel est trop vaste. En ce qui me concerne, je ne parviens pas à penser ou à être véritablement ébranlé par les grands systèmes qui réorganisent l'ensemble du réel. On doit lire, s'émerveiller de Leibniz ou de Kant, mais qui peut vraiment redessiner son réel au sein de ces catégories ? Moi, je suis beaucoup plus sensible aux points de détail, aux toutes petites choses, aux infinitésimaux dont les conséquences se propagent. Il se trouve que je relisais il y a quelques jours Violence et métaphysique, qui est pour moi un des plus beaux textes de la philosophie du XXe siècle. Et en quelques pages, Jacques Derrida s'intéresse à quelque chose d'assez insignifiant, la problématique de la lumière. Mais à partir de la lumière, il interroge la métaphysique, l'aveuglement métaphysique. Il interroge cette espèce d'obscurcissement, finalement, que porte en elle-même la lumière. Derrida interroge Lévinas, Lévinas interroge Heidegger, Heidegger interroge Husserl, Husserl interroge Hegel. Et à partir de cette toute petite chose, je crois que c'est effectivement l'ensemble du réel qui se met à vaciller. Alors, incomplétude, disais-je, mais aussi peut-être incohérence, ou au moins insatisfaction, parce qu'aucune proposition ne permet de faire face à toutes les contradictions, à toutes les apories, à tous les paradoxes qu'elle engendre. Pour le dire plus simplement, parce qu'aucune théorie n'est parfaite, parce qu'aucune ne fonctionne vraiment. Et je crois que c'est ça qui définit à la fois le plaisir et même le cœur de la pensée scientifique. Une posture parfaitement comprise, y compris dans ses limites, c'est-à-dire une pensée ossifiée, presque pétrifiée, n'intéresse finalement déjà plus personne. Ce qu'on sait déjà mérite à peine d'être enseigné ou d'être appris. Alors pourriez-vous m'objecter, mais demeure le plaisir orgastique de la découverte. Eureka ! Très franchement, je n'y crois pas vraiment. D'abord parce que je ne l'ai jamais ressenti, peut-être parce que mes travaux de recherche ne m'ont pas permis de parvenir à des découvertes suffisamment intenses, mais je dois confesser ne l'avoir même jamais observé chez aucun collègue. Je n'y crois pas tout à fait. Regardez l'exemple du fameux boson de Higgs, découvert il y a quelques mois auprès du grand collisionneur LHC, au CERN, à Genève, et qui a valu, il y a quelques jours, le prix Nobel de physique à Peter Higgs et Engler. Bon, c'est remarquable. Une prédiction théorique faite il y a plusieurs décennies, vérifiée expérimentalement, qui permet de comprendre, non pas la masse, comme on nous le dit usuellement, mais qui permet de comprendre comment la diversité du réel peut être réhabilitée en dépit de cette tension ou intention conceptuelle vers l'unité qui guide le physicien des particules. Tout cela est merveilleux, mais finalement ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Tous les bons ouvrages de physique des particules enseignent le mécanisme de Higgs depuis plusieurs décennies, bien avant cette découverte et bien avant ces prix Nobel. Y a-t-il véritablement ici eu expérience paroxystique d'un plaisir scientifique ? Je ne crois pas. Finalement, c'est presque ennuyeux. À mots couverts, ce que tous les physiciens espéraient, c'était qu'on ne le trouve pas, ce boson de Higgs, et que là s'ouvrent véritablement de nouvelles possibilités. Mais prenons un contre-exemple.
Penser à l'univers noir, j'entends par là le fait que l'essentiel de la masse de l'univers est invisible. L'ensemble des étoiles ne représente qu'environ 1/200, 0,5% de la masse totale de l'univers. Voilà qui fait réfléchir. Mais il y a pire. La matière noire, parce qu'invisible, composée des particules usuelles, représente quant à elle 5% de la masse de l'univers, donc 10 fois plus. Mais il y a pire. Il existe de la matière noire qui n'est pas même composée des particules connues, donc défi à l'astrophysique et défi à la physique des particules. Mais elle ne représente que 30%. Il y a donc encore pire. Il existe un contenu énergétique qui représente l'essentiel de l'univers et qui vraisemblablement n'est pas même composé de particules. Voilà pour moi un exemple de quasi-éjaculation intellectuelle. Là, il se passe vraiment quelque chose que je trouve absolument fascinant. Pourquoi ? Parce que l'horizon des possibles est repoussé, parce que s'ouvre un abîme devant nous, parce que je crois qu'on se place dans ce que j'appellerais une découverte. C'est une découverte, parce qu'on sait que cette matière existe. Mais c'est une découverte irrésolue, c'est une découverte en tension, c'est une découverte qui demeure dans l'incoatif de sa résolution. Alors, il s'agit finalement de recréer du désir. Mais ce qui a changé, ce sont les contraintes. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que je crois que la pensée se déploie toujours sous contrainte. Ce que m'expliquait un chorégraphe récemment. Dites à un danseur « danse ». Il ne se passe rien. Demandez-lui de danser en suivant des symétries miroirs très complexes et un lot de contraintes extrêmement élaborées. À ce moment-là, les corps se mettront en mouvement. Il s'agit ici non pas de se libérer absolument du carcan, mais plutôt d'inventer de nouvelles contraintes. Alors j'en viens à me demander ce que serait une approche ou une vision sadienne appliquée non pas au sexe, mais à la science, ou au plaisir intellectuel d'ailleurs peut-être plus généralement. Alors je lis juste une phrase de la philosophie dans le boudoir. Ah, renoncer aux vertus, Eugénie, est-il un seul des sacrifices qu'on puisse faire à ces fausses divinités qui vaillent 1 minute des plaisirs que l'on goûte en les outrageant ? Je crois que le divin marquis n'a pas tort, mais pour qu'il y ait plaisir à l'outrage, encore faut-il qu'il y ait des règles à transgresser. Et c'est très exactement ce dont il est question ici, ce que d'ailleurs Barthes a très bien analysé en pensant Loyola, Fourier et Sade, et en montrant qu'il s'agit de rien de moins que de la définition de l'identité. Et ces règles, c'est très exactement ce que nous fournit la posture scientifique, mais dans un processus de subversion ininterrompue, dans la conscience de la fragilité et de la chute, qu'on pourrait presque dire toujours déjà à venir. Alors vous savez, les étudiants en physique, quand ils arrivent à l'université par exemple, sont souvent un peu perdus. Quel lien, quelle cohérence, quel rhizome, puisqu'il paraît que je suis deleuzien, peut-on reconstruire entre tout ça ? La physique nucléaire, la physique des particules, l'électromagnétisme, la thermodynamique, la mécanique, et cette terrible physique quantique qu'on ne parvient pas à réconcilier avec la relativité. Autrement dit, peut-on penser dans ce chaos, dans ce chaosmos, devrais-je dire ? Eh bien, c'est un peu la même histoire en philosophie, finalement. Quel lien doit-on tisser entre Platon et Derrida, entre Aristote et Deleuze, ou même en philosophie contemporaine, entre Foucault et Quine, pour prendre 2 auteurs qui ont écrit des livres dont les titres sont quasiment identiques et dont les contenus n'ont absolument rien à voir ? Eh bien, je crois, et je dois d'ailleurs dire que c'est à Thierry Ménissier que je dois cette vision, qu'il faut apprendre à vivre avec, mais non pas sur le sens d'une résignation, certainement pas, sur le sens d'un apprentissage de la jouissance de cette irréconciliation fondamentale, non pas des champs disciplinaires, mais des différentes tensions qui structurent ces différents champs disciplinaires eux-mêmes. Guattari, le compère de Deleuze, parlait de ce moment, finalement, où ça ne marche plus du tout, où ça se détraque, où les phrases foutent le camp,
où les mots s'effritent, où l'orthographe prolifère. Je crois que c'est là qu'effectivement, la pensée peut commencer à se réexercer à nouveau. Je crois finalement que la science, c'est un peu, au moins quand elle procure du plaisir, une tension, irrésolue donc, entre d'une part une liberté presque démiurgique de l'acteur. Je prends un exemple trivial. La Terre est attirée par le Soleil. C'est ce que nous apprend Newton, par une force proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Mais je peux dire que la Terre est repoussée par un fantôme du Soleil qui se trouve de l'autre côté. Ces deux théories conduisent exactement aux mêmes équations du mouvement. Scientifiquement, elles sont indiscernables. Mais incontestablement, leur contenu ontologique n'a rien à voir. Rien à voir. Je ne peux les distinguer que sur des critères qu'on pourrait dire esthétiques, ou, plus généralement, je crois, sur le plaisir que m'apporte leur énonciation. Alors, tension, disais-je, entre d'une part cette démiurgie, mais d'autre part, un jeu de contraintes extraordinairement violent. Le réel s'impose à nous. Le grand collisionneur du CERN n'a en réalité pas été construit pour découvrir le boson de Higgs. Il a essentiellement été construit pour découvrir la supersymétrie, qui serait un lien extrêmement élégant entre le monde des forces et le monde des corps, entre les interactions et les objets. Et sachez qu'à ce jour, la supersymétrie n'a pas été découverte. Nous avons investi des décennies d'intelligence et des milliards d'euros pour découvrir ce que tous les théoriciens supposaient et qui s'est avéré, au moins en l'état actuel des découvertes, inexact. La nature s'est rappelée à notre bon souvenir. Et je crois que c'est finalement ça le cœur de la réjouissance. J'y verrais une sorte, non pas de supplice, mais de délice de Tantale. Dès lors que la théorie ultime, qui constituerait finalement l'achèvement, et donc la chute de la science, semble à portée de main, elle se dérobe. L'exemple, je crois, le plus paradigmatique de cette situation s'est révélé en physique des particules il y a quelques décennies. Unification de l'électricité et du magnétisme, puis unification de l'électromagnétisme avec la force nucléaire faible. Il devint évident qu'il fallait unifier avec la force nucléaire forte. Le petit groupe mathématique qui permet cette entourloupe se nomme SU5. SU5 fait partie des théories qui ne peuvent pas être fausses, trop évidentes, trop élégantes, trop prédictives. SU5 fut néanmoins, pour la beauté du geste, mise à l'épreuve de l'expérience. Et comme vous l'imaginez, SU5 fut infirmé. Ça ne marche pas. C'est faux. Quelque chose ici s'impose de l'extérieur. La nature, naturus au féminin natura, du verbe latin nascor, sa racine. La nature, c'est l'éternelle nouvelle naissante, c'est le processus de naissance lui-même. C'est peut-être donc l'inassignable ou l'incompréhensible par définition. Et c'est cette part d'ombre, donc de désir, parce que d'incomplétude, qui, je crois, est finalement à l'origine de nos plaisirs les plus fondamentaux. Comme le rappelait Thierry, je me suis un peu intéressé il y a quelque temps à la question des univers multiples. Question vertigineuse. Existe-t-il plusieurs univers? Si oui, en quel sens? Autrement dit, notre monde s'effondrerait-il de son piédestal? Devrait-il être réinterprété comme un îlot dérisoire et contingent dans un vaste multivers? Donc la question, n'en déplaise à Leibniz ou Heidegger, n'est peut-être plus pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, mais pourquoi une telle diversité et non pas une vaste uniformité? Eh bien, aujourd'hui, la situation est tendue. Elle est tendue parce que le modèle pose question. Est-il encore scientifique? D'un certain point de vue, il l'est. Il souscrit, il est encore en accord avec les règles du jeu, parce que je peux infirmer les théories qui le prédisent. D'un autre côté, il n'est plus vraiment scientifique, parce que je ne peux pas les observer, ces univers invisitables. Et là, je suis au cœur d'une tension. Je suis dans l'instant d'une redéfinition des règles du jeu. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là, j'avais d'autres exemples en tête, mais je crois qu'il faut laisser le temps de la discussion. Bon, alors peut-être un ou deux autres exemples. Rapide, ne vous inquiétez pas. Finalement, prenons une analogie musicale. Pensons un instant les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, où avant de réentendre
l'aria initiale, dans l'aria da capo, il aura fallu en passer par d'innombrables variations sur un même thème, comme autant de modes possibles de l'esprit humain. Il faudra presque épuiser le sens avant de réentendre une mélodie qui aura, après le détour par ces variations, acquis un tout autre sens. Qu'est-ce que ça signifie dans le champ scientifique ? La Lune tournait autour de la Terre. La Lune tourne toujours autour de la Terre. Mais chez Newton, elle était attirée par la force gravitationnelle. Chez Einstein, il n'y a plus de force. La Lune avance en ligne droite, dans l'espace, courbée par la présence de la Terre. Le phénomène est le même. L'aria et l'aria da capo sont identiques du point de vue des notes de la partition. Mais la manière dont ils résonnent a été strictement déportée par le cadre dans lequel on les a émissés. Et ce qui est important pour moi, le lieu du plaisir, c'est-à-dire donc au sens où je l'ai défini, du désir, c'est précisément l'instant où on fait violence au paradigme en cours. C'est-à-dire que c'est quand la bascule n'a pas encore eu lieu. C'est quand on est encore dans le monde de Newton, mais que la nécessité du monde d'Einstein se fait sentir. En ce qui me concerne, je travaille en ce moment sur des modèles de pré-Big Bang, issus de théories de gravitation quantique. Ces théories sont très spéculatives. Nous n'avons aucune indication sérieuse quant à leur viabilité. Nous n'avons que des intuitions mathématiques et physiques. Il est donc probable, en toute modestie, que ces théories soient inexactes, mais nous pensons qu'elles méritent d'être étudiées. Mais quand je parle de pré-Big Bang, là, je ressens ce plaisir quasi sadien, ce plaisir du sacrilège, ce plaisir du saccage presque du monde que je quitte. Parce que précisément, ce que nous ont enseigné tous les physiciens depuis près d'un siècle, c'est que le pré-Big Bang est un impensable. Ce qui est vrai dans le cadre du monde d'Einstein. C'est un peu comme chercher le nord du pôle Nord. Il n'y a plus rien au nord du pôle Nord. Il n'existe pas d'avant Big Bang. Mais en subvertissant, c'est-à-dire en développant le modèle considéré, je peux, sans m'extraire encore du vieux paradigme, lui faire violence jusqu'à le pousser dans ses retranchements. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, effectivement, d'un plaisir voluptueux. Merci.